Monsieur Haroun, d'un mot, vous dites dans votre livre, il n'y a eu aucun mot d'ordre du FLN. Le FLN, c'est dissous à l'époque, vous l'avez expliqué, mais des nouvelles autorités algériennes de représailles contre les harkis à l'époque. Et pourtant, on parle de 10 000, 20 000, peut-être 70 000 morts. Je ne discute pas le chiffre, parce qu'il n'y a pas eu, évidemment, de statistiques précises. Mais ce que je dis, et je le maintiens, il n'y a jamais eu d'ordre de l'autorité du FLN pour dire vengez-vous sur les harkis, jamais de la vie. Je ne suis pas d'accord. Comment vous expliquez l'ampleur de ces massacres? Je vous pose la question. Des dizaines de milliers, ce ne sont pas simplement des règlements de compte. Ça a été orchestré par le FLN. Si vous me permettez, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, donc laissez-moi parler. Je vous interpelle. On vous écoute, monsieur Haroun. Je vous ai écouté et je vous réponds. Je dis qu'il n'y a jamais eu d'ordre du FLN pour dire exécuter l'harki ou tuer l'harki. Ça, vous ne le trouverez nulle part. Les historiens le cherchent partout. Vous ne le trouvez. Monsieur Jordi dit c'est pas vrai. Vous me coupez. Laissez-moi parler. Je n'ai interrompu personne. Allez-y. Remarquez que j'ai écouté tout le monde. Quand je parle, vous m'interrompez tous. Voilà. Alors laissez-moi parler. Donc, je dis jamais. S'il existe un texte quelconque ou une preuve quelconque, moi, j'aimerais bien qu'un historien me la montre, premièrement. Deuxièmement, ce problème-là, ce problème des dépassements, ce problème des tueries, ce problème des massacres, il s'est passé entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Cette période trouble dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il n'y avait plus d'autorité réelle du FLN. Et là, effectivement, il y a eu des vengeances. Il y a eu des vengeances au niveau de chaque village. Il y a eu, autre chose, c'est que dans des familles, vous aviez dans la même famille des frères qui étaient l'un harki et l'autre dans le FLN. Ça existait. Monsieur Jordi. Oui, ça existait. Exactement. Monsieur Jordi. Oui, tout ça, on le sait. Sauf qu'en ce qui concerne les harkis, on a retrouvé d'ailleurs, moi j'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle Les harkis du mort enfouis, des directives qui venaient de certains dirigeants de wilaya qui disaient bien que pour l'instant, parce que le massacre des harkis, c'est pas entre mars et juin, c'est juste après l'indépendance. C'est après juillet qu'il y a les plus gros massacres de harkis. Et qui disait, on ne fait rien parce qu'on ne sait jamais. Jusqu'en juillet, la France est encore très présente en Algérie. Même si l'armée française abandonne ses harkis, on ne sait jamais comment elle peut réagir. Après juillet, on fera notre affaire. Et c'est dit comme ça dans les sources d'archives. On fera notre affaire. Et ce n'est pas automatiquement quelque chose de... Alors bien sûr, il n'y a plus personne, après le 30 juin, il n'y a plus personne qui gouverne l'Algérie. Donc, bien sûr, vous n'allez pas trouver le texte de Ben Reda qui dit « attaquez-vous aux harkis ou attaquez-vous aux Européens ». Bien sûr, mais il se trouve que Benjamin Stora, avec cette question des harkis, on voit bien que c'est l'une des plaies qui reste ouverte de cette guerre d'Algérie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui expliquent pourquoi, aujourd'hui encore, eh bien, c'est une nouveauté qu'une grande télévision généraliste passe aujourd'hui un film sur la guerre d'Algérie, le premier film qui raconte globalement la guerre d'Algérie. Pourquoi est-ce que cette guerre est si difficile à oublier, évidemment, mais voilà. David, je te dirais à raconter sereinement. Le silence des mecs qui ont fait l'Algérie. Parce qu'ils ne savaient pas la terreur et la haine qu'il y avait là-bas. Parce qu'il y a eu la torture partout. Et que des tas de jeunes ont été devant le cas de torture. Le capitaine disant « tu fermes ta gueule, t'es qu'un pédé, tu vas faire ce que je te dis ». Un capitaine amenant un félaga et disant aux jeunes qui venaient d'arriver « conduis-moi en hélicoptère ». Conduis-moi en jeep, il amène le jeune conduit et le lieutenant fait descendre l'arabe et le tue d'une balle dans le dos. Et ensuite, il redit au mec. C'est peut-être une des raisons. Sur la question du silence, je dirais que tout le monde avait intérêt à l'effacement et au silence. Tout d'abord la gauche qui a été au pouvoir de 1954 à 1958, qui a conduit cette guerre, qui l'a menée et qui n'avait pas intérêt pendant très longtemps à assumer cette histoire. Parce que la droite également, qui a été au pouvoir, s'est divisée sur la guerre d'Algérie, notamment entre De Gaulle et les partisans de l'OAS. Parce que ceux qui ont cru en l'indépendance de l'Algérie et qui ont combattu pour cela en France, eh bien, ont vu ensuite ce qui était arrivé dans l'Algérie indépendante, avec la question de la confiscation politique de cette indépendance. Mais tu parles comme un historien, mon vieux. Et qui avait intérêt, c'est un historien qu'on je parle désolé, c'est mon métier. 500 000 jeunes qui et donc, à partir de là, il y avait, on vous a bien entendu là-dessus, Guy Gilbert. Cet effacement voulu par, à la fois, ceux qui étaient à gauche, ceux qui étaient à droite, ceux qui ont cru en l'indépendance de l'Algérie, ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française et qui étaient des vaincus de l'histoire. Mais du côté algérien,
on n'avait pas intérêt non plus, parce qu'il faut en parler aussi, à expliquer ce qui s'était passé, le sort qui avait été réservé à ceux qui avaient lancé cette insurrection, cette révolution algérienne, et qui ont disparu de la scène politique. M. Ali Haroun, qui est là, qui était un des acteurs politiques de cette période, a ensuite été écarté politiquement du pouvoir après l'indépendance de l'Algérie. Les femmes ont été écartées aussi. Il y a eu toute une série de groupes, je pense notamment à ceux qui se réclamaient, par exemple, de la berbérité politique, de ceux qui étaient des opposants, etc., qui ont été écartés de la scène politique. Et puis les pères fondateurs qui ont été écartés, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem, bien sûr, etc. Qui a 96 ans, et donc nous sommes dans une situation où, en France comme en Algérie, pendant très longtemps, effectivement, on n'a pas eu intérêt à faire remonter cette mémoire enfouie et la complexité de cette histoire. Mais je voudrais simplement aussi dire un mot de la violence qui s'est exercée contre la société algérienne, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts algériens, et que s'il y a aussi à parler de la violence, parce que nous sommes regardés de l'autre côté de la Méditerranée par des millions d'Algériens, je voudrais simplement dire un mot aussi pour que la réconciliation puisse exister entre les deux pays. Alors justement. Eh bien, qu'il faut reconnaître aussi le fait qu'il y a eu des centaines de milliers de morts algériens, et pas simplement quelques milliers ou dizaines de milliers, et que la société algérienne a payé un lourd tribut à cette histoire. Alors, je voulais vous demander, justement, puisqu'on mesure bien à quel point, effectivement, les blessures restent douloureuses, si vous aviez, à chacun d'entre vous, une idée, une parole, une initiative pour que, eh bien, la France et l'Algérie puissent se retrouver, pour qu'on puisse parler de cette guerre comme de l'histoire et non plus comme de la concurrence de mémoire. Je crois que c'est une expression qui vous est chère, Benjamin Stora. On a entendu celle de Benjamin Stora d'une certaine manière, peut-être vous en avez une autre. Je voudrais qu'on fasse, pour conclure, un petit tour de table pour évoquer cela. Est-ce que vous souhaitez commencer, Daniel? Oui, non, je voulais juste dire à la suite de ce que disait Benjamin Stora que moi je ne peux parler vraiment, enfin moi j'inscris ma petite histoire dans la grande histoire tout simplement, et je voulais dire que l'attentat dont j'ai été victime est une réplique à un attentat extrêmement violent qui avait eu lieu, commis par des extrémistes français dans la Casbah. Il y a l'attentat dit de la rue de Thèbes. Donc effectivement, c'est une espèce d'horrible partie de ping-pong, de violence qui répondait à la violence. Et que peut-être si on reconnaît cela, on va pouvoir parler des choses plus sereinement. Oui, vous le reconnaissez d'une certaine manière dans votre livre. Votre livre, vous le concevez vous-même comme, au-delà bien sûr de votre démarche à vous, comme un signe peut-être aussi que vous adressez sur ce conflit. Oui, je ne veux pas avoir l'air d'être une donneuse de leçons, mais oui, je voudrais qu'il soit un signe en tout cas, certainement. Je pense qu'en vous entendant ce soir, on l'a sans doute bien compris. Jean-Jacques Jordi, je crois que vous aviez une parole, une idée, une initiative. On peut toujours rêver de faire une sorte de comité vérité, réconciliation. Des comités, mais là, on sait que ça ne marche pas toujours. Ça marchera pas. Des comités Théodule. Peut-être que la France peut dire tout simplement, le gouvernement français peut dire tout simplement, effectivement, la période coloniale a été une période d'oppression, de massacre. Elle n'a pas non plus été que ça, parce qu'elle a aussi ouvert l'Algérie à une certaine modernité, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et puis, elle doit s'excuser, la France, pour la colonisation et la guerre. Reconnaître, parce qu'on peut pas demander à un historien ou à un politique de s'excuser aussi sur quelque chose qui n'a pas vécu ou qui est très, très lointain. En tant que dépositaire oui, il peut dire, on peut reconnaître des fautes, mais c'est pas une faute, je dirais une faute de 1830 à 1962. C'est pas que ça. C'est pas que de la guerre en Algérie entre 130 ans. Hein. Et si on voit cette période 1830-1962 au travers du prisme déformant de la guerre, 54-62, là je crois qu'on rate quelque chose. Et peut-être aussi demander à l'Algérie de faire aussi un pas, une fois que la France, je crois que c'est à la France à faire le premier pas quand même, et puis après demander à l'Algérie, bon, maintenant nous avons fait un pas. Si on veut se parler, il faut que chacun avance un petit peu. Père Gilbert. Accueillir nos frères algériens qui sont ici, les écouter, surtout les vieux. Parce qu'il y a toujours une rancune, il y a ce paradoxe, l'amour de la France et le rejet de la France. Et donc, avec les vieux, j'ai beaucoup d'espérance pour l'Algérie. La guerre, qui est une horreur, m'a fait du bien quelque part parce qu'elle m'a appris le combat, être un rebelle contre l'injustice. Et ça, j'ai gardé ça puissamment dans ma vie. Si ce que je suis maintenant, je le dois à l'Algérie. Les pieds noirs, que j'aime beaucoup, parce que d'un seul coup, prendre la valise et foutre le camp, 1 million entier, ça a été des choses. Écoutez les Pieds Noirs aussi, voilà. Et puis écoutez nos frères harkis en France, parce qu'ils souffrent, je crois, doublement, je crois. Mais j'ai à remercier l'Algérie parce que c'est le pays de mon cœur, après la France. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté dans mon combat.
maintenant. Ali Haroun, est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur des dates de commémoration? Est-ce qu'il faut engager une initiative politique? Si vous aviez un mot, une idée. Un mot, une idée, il faut parler avec son cœur et non pas parler avec des arrière-pensées. Parler avec son cœur, c'est quoi? Il y a une réalité. Il y a une réalité historique, il y a la réalité de la guerre d'Algérie. Il faut que ni plus et non dit. Beaucoup, comme l'a dit Benjamin Stora, en ont honte d'actes qu'ils ont faits. Eh bien, on doit le dire. On doit dire clairement ce qui s'est passé. Et une fois qu'on l'a dit, et vous venez de le dire tout à l'heure, madame, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut bâtir l'avenir. On ne bâtit pas l'avenir sur le mensonge ou même sur le non-dit. On doit le bâtir sur le vrai. Même si ce vrai est difficile à dire, il faut le dire, il faut le reconnaître. À partir de là, vous savez, je peux vous dire, je vis en Algérie en permanence, mais nos jeunes, l'Algérie à 80% ou 85% n'a pas connu la guerre parce que ce sont des jeunes qui connaissent la France à travers la télévision. Oui, mais vous voyez bien à travers l'exemple de Dalila Kershouch, par exemple, qu'on hérite d'une situation, qu'on hérite d'un sentiment. Écoutez, je peux vous dire que oui, Dalila, elle, parce qu'elle a souffert et elle continue peut-être à ressentir cette souffrance ici en France. Ce n'est pas le cas d'un jeune Algérien de 20 ans ou de 30 ans. Ils étudient l'histoire de leur pays. Oui, mais il est confronté à d'autres problèmes. Oui. Il est confronté à d'autres problèmes, aux problèmes de la vie, aux problèmes du chômage, aux problèmes de son avenir. Donc, ces problèmes qui ont l'air d'être très importants en France. Monsieur Haroun, je le formule autrement. La France et l'Allemagne, après s'être livrées 3 guerres Exactement, j'allais le dire. En très peu de temps, 15 ans après, se sont retrouvés pour bâtir un projet politique qui vaut ce qu'il vaut, enfin qui est tout de même un projet d'une extrême ambition qui est l'Union européenne. Est-ce qu'un jour la France et l'Algérie se retrouveront pour bâtir un projet politique? Pourquoi pas? Pourquoi pas, dans la mesure où on a dit clairement quelles étaient nos relations pendant 130 ans, et puis ensuite, nous avons des intérêts communs. Les Romains en ont bien parlé, puisqu'ils parlaient de Mare Nostrum. Ce qu'on oublie peut-être en France, c'est que n'oublions pas, là je fais peut-être un peu d'histoire, n'oublions pas que François Ier a fait appel au Grand Turc. Le Grand Turc, c'était l'Empire musulman, et qui englobait à l'époque la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et qui étaient ses alliés. Contre qui? Contre Charles Quint. Donc, voyez-vous, il y a eu des périodes dans l'histoire. Ça fait du bien de prendre un peu de recul. En voyant ça avec le temps, dans la durée, tout cela est possible à une condition. C'est qu'on reconnaisse clairement ce qui a été fait, et à partir du moment où on s'est dit la vérité, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut voir l'avenir et on peut le construire. Et de conclure, le mot de la fin pour vous. Le redoutable, je suivrai un petit peu la pente qu'a prise Dalila Kershouch. Bien sûr, il faut multiplier les initiatives, les documentaires. Celui de ce soir, il faut saluer le grand courage de France 2, une chaîne de service public, d'avoir diffusé en prime time un documentaire de 2 heures sur la guerre d'Algérie. C'est une initiative extrêmement importante. Il y aura un avant et un après la déchirure, je crois, maintenant. Ça, c'est certain, parce que là, il y a eu la restitution de l'ensemble des points de vue. Et lorsque nous avons commencé ce travail avec Gabriel Le Baumin il y a 1 an, on ne savait pas jusqu'où ce travail pouvait aller et quelle serait la réception. On a vu un extraordinaire accueil de la presse française et de la presse algérienne. Il y a incontestablement une volonté dans la société aujourd'hui d'apprendre davantage ce qui s'est passé, notamment dans les jeunes générations. Il y a un silence encore des politiques, bien sûr, une certaine frilosité des politiques. Mais tôt ou tard, ce fossé va être comblé entre ce désir de savoir et de connaissance et puis en même temps la parole des politiques qui doivent reconnaître et doivent regarder en face l'histoire de ce qui s'est passé en Algérie.